Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon expérience dans le secteur funéraire en France. Un domaine auquel très peu de gens pensent jusqu'au moment où la vie les y confronte brusquement. Et honnêtement, ce métier change profondément la manière dont on voit la vie, les relations, le temps et même les gens. Parce que chaque jour, vous êtes face au chagrin de quelqu'un, au dernier chapitre d'une famille, à la perte la plus douloureuse. Vous voyez des choses qu'une personne ordinaire ne rencontrera qu'une ou deux fois dans sa vie. Et vous les voyez chaque semaine. J'ai travaillé comme conseiller funéraire. J'ai fait partie d'équipes de transport. J'ai participé à la préparation des corps. Bref, j'ai vu l'ensemble du processus, de l'appel initial de la famille jusqu'à la cérémonie. Beaucoup imaginent que le conseiller funéraire ne fait que remplir des documents et organiser un service. Mais derrière ces tâches se cache un univers beaucoup plus complexe. En réalité, un conseiller funéraire est à la fois psychologue, commercial, négociateur, accompagnant, et parfois même quelqu'un qui doit retenir la famille pour éviter qu'une autre entreprise de pompes funèbres ne la récupère. La concurrence en France est beaucoup plus intense qu'on peut l'imaginer. La plupart des gens voient ce secteur comme quelque chose de délicat, empreint de compassion, presque spirituel. Et oui, la compassion existe. Mais juste à côté, fonctionne une grande machine commerciale qui ne s'arrête jamais. Et l'une des premières choses qui surprennent les nouveaux employés, c'est la vitesse avec laquelle certaines entreprises funéraires apprennent un décès. Parfois même avant que la famille ne réalise ce qui se passe. Imaginez, quelqu'un décède à domicile. La famille compose le 15 ou le 17. Elle essaie encore de comprendre la situation. Et quand les secours arrivent, une entreprise funéraire de la ville, Paris, Toulouse, Lyon, peu importe, a déjà été prévenue et se prépare à venir. Et vous voilà, debout devant la porte, essayant d'expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et que vous êtes venu pour aider. Comment cette information circule-t-elle aussi rapidement ? En France, c'est simple. Certains agents des services d'urgence ou des forces de l'ordre transmettent, de manière informelle, les adresses des décès aux pompes funèbres. Ce n'est jamais officiellement reconnu, mais tout le monde dans le secteur sait que ces relations existent. Et oui, on parle parfois de remerciements, de 100 à 200 € pour un appel prioritaire. Personne ne l'avouera, mais sans cela, le flux de services ne serait pas le même. Il m'est arrivé plus d'une fois d'arriver chez des gens avant qu'ils n'aient réellement compris la situation. Un matin, j'ai sonné, on m'a ouvert avec un sourire tranquille, et quand j'ai expliqué la raison de ma présence, ils m'ont regardé comme si je venais de dire une absurdité. Quoi ? Mais nous étions chez lui hier. Il sortait de l'hôpital. Tout allait bien. Et à cet instant, vous vous sentez comme la personne la plus importune du monde. Mais vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, dans 10 minutes, une autre entreprise sera là, puis une autre. Dans ce métier, il y a une sorte de course silencieuse, une lutte invisible. Et votre rôle, en tant que conseiller, est de rester auprès de la famille, de les accompagner, de parler doucement, de les rassurer, tout en évitant qu'un concurrent ne s'impose. Parfois, c'est presque surréaliste. Vous êtes dans la cuisine avec la famille en détresse, pendant que d'autres représentants attendent discrètement au bas de l'immeuble. Quand la famille accepte d'écouter, commence alors l'étape du contrat. Et c'est là que la dimension commerciale apparaît. Il y a les tarifs, les prestations, les options, les suppléments. Bien sûr, l'entreprise veut facturer le maximum. C'est son fonctionnement. J'ai vu des familles lire le contrat ligne par ligne et me demander « Mais ce service-là, ce n'est pas la même chose que celui-ci, juste écrit autrement ?» Et parfois, oui, ils ont raison. Certains services se ressemblent beaucoup. Mais votre rôle est d'expliquer, de justifier, de distinguer. Même si intérieurement vous savez qu'ils voient juste. Il y a aussi les familles qui n'ont tout simplement pas les moyens. Elles regardent le total et blêmissent. Pour elles, les entreprises proposent des formules essentielles. Cercueil plus simple, peu de fleurs, cérémonie réduite. Les remises sont conçues pour que l'entreprise ne perde rien.
tout en donnant l'impression d'aider vraiment. Les économies se font surtout sur la cérémonie, et je trouve cela normal lorsque les gens sont en difficulté. Mais il existe aussi des familles méfiantes, convaincues qu'on cherche dès le départ à les tromper. Elles refusent d'écouter, de considérer des options moins chères, et rejettent toute suggestion. Ce que les gens ignorent souvent, c'est à quel point tout est connecté. Pompes funèbres, SAMU, police municipale, hôpitaux, chambres funéraires. Ce n'est pas juste un commerce, c'est un système. Si une famille dit « on va se débrouiller nous-mêmes », l'entreprise peut rappeler la personne qui a transmis l'adresse et tout d'un coup les choses deviennent compliquées. Retard dans la mise à disposition du corps, documents manquants, appels incessants. Parfois, le corps reste en chambre funéraire plus longtemps que prévu, juste assez pour que la famille, à bout, rappelle la société. Le service funéraire le plus basique en France tourne autour de 500 €, le strict minimum, transport, cercueil simple, inhumation directe sans cérémonie. Les conseillers, eux, touchent une commission, généralement entre 5 et 10%. Donc, quand un gros service arrive, avec une cérémonie complète, un cercueil haut de gamme, des fleurs, un maître de cérémonie, vous savez que votre paie va monter. Je me souviens d'un cas impliquant un élu local. Le devis était énorme. J'avais déjà fait le calcul dans ma tête. Et puis, ma responsable a appelé. La mairie le prend en charge avec son prestataire habituel. On annule. Et, en une seconde, tout s'est envolé. Dans ce métier, les horaires n'existent pas. Vous pouvez passer un jour entier sans un seul appel, puis travailler toute la nuit. Le téléphone est toujours à la main, toujours chargé, toujours prêt. Et cette attente constante use énormément. En plus du travail de conseiller, j'ai participé au transport, levé des corps, aidé en chambre funéraire, assisté les thanatopracteurs, accompagné les convois. Et oui, les rumeurs concernant des objets volés, bagues, colliers, existent pour une raison. Je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais j'ai entendu suffisamment d'histoires pour savoir que cela arrive parfois. Comme partout, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Pendant certains services religieux, on avait même une expression entre collègues, un humour noir typique du métier. Si l'encens bouge, la caisse tourne. Une façon amère de dire que tant qu'il y a une cérémonie, il y a du chiffre d'affaires. Et malgré tout, la pression, la concurrence, les appels nocturnes, ce travail vous apprend énormément sur la vie, sur la fragilité de tout, sur ce qui compte vraiment. Quand vous côtoyez la mort chaque jour, vous commencez à apprécier le temps différemment. Travailler dans le secteur funéraire peut sembler simple de l'extérieur. Beaucoup pensent que c'est juste. Venir, porter le cercueil, assister à la cérémonie, puis repartir. Mais en réalité, la cérémonie elle-même représente peut-être une demi-heure de véritable travail. Tout le reste, ce sont des trajets interminables, de l'attente dans les couloirs d'hôpitaux ou de chambres funéraires, des discussions avec les familles, des démarches administratives, et surtout, beaucoup d'attentes. Une énorme partie du métier, c'est attendre. Mais le plus difficile, ce ne sont ni les horaires, ni les charges lourdes. Le plus dur, c'est de travailler avec des corps en état de décomposition avancée. Quand les changements cadavériques commencent, l'odeur devient quelque chose qu'aucune personne normale n'est prête à affronter. Elle imprègne les vêtements, la peau, les cheveux. Vous pouvez laver votre tenue plusieurs fois. L'odeur finira toujours par revenir. Et même avec un masque, ça ne change presque rien. Cette odeur passe partout. L'une des scènes les plus marquantes de ma carrière concerne un homme de plus de 200 kilos. Il vivait au 8e étage d'un immeuble ancien, comme on en voit encore à Marseille, Lille ou Grenoble, avec un ascenseur minuscule datant d'une autre époque. Quand nous sommes arrivés, il était impossible de le soulever correctement. On essayait de l'attraper par en dessous, mais nos doigts glissaient. Les draps que nous utilisions pour avoir de la prise se déchiraient. Le simple fait de le décoller du sol était un défi. Nous avons dû le faire glisser tout doucement sur le carrelage en repositionnant nos mains et nos appuis centimètre par centimètre. Et pour l'ascenseur, ce fut encore pire. À la fin,
J'ai dû entrer le premier, me plaquer contre le mur, et mes collègues ont poussé le corps par section jusqu'à ce qu'il rentre. Quand les portes se sont refermées et que je me suis retrouvé seul avec lui, j'ai ressenti une vraie claustrophobie pour la première fois de ma vie. L'ascenseur descendait très lentement, et je priais pour qu'il ne tombe pas en panne. Mais la période la plus éprouvante, physiquement et moralement, fut celle où les décès étaient particulièrement nombreux en raison de différentes crises sanitaires ou sociales. Les chambres funéraires de toute la France étaient surchargées. C'était l'été, il faisait très chaud, et certains corps avaient voyagé sur de longues distances. L'odeur dans certains entrepôts mortuaires était indescriptible, plus lourde, plus intense, plus étouffante que tout ce que j'avais connu avant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est un moment très précis. J'étais debout dans cette odeur insupportable, presque étourdi, et un agent de la chambre funéraire, juste à côté de moi, mangeait tranquillement une pomme. Comme si de rien n'était. Ce contraste m'a profondément choqué. Cela montrait à quel point ce métier peut modifier la sensibilité d'une personne. Il y a aussi des situations absurdes, inattendues ou complètement surréalistes. Une fois, les informations du défunt ont été inversées avec celles du payeur du service. En France, la personne qui signe le contrat, le mandataire, n'est pas forcément un membre de la famille. Cela peut être un ami, un voisin ou simplement quelqu'un qui prend en charge les frais. Ce jour-là, nous avions 2 cérémonies prévues dans le même funérarium. Nous avions apporté les vêtements, les fleurs et le matériel pour les 2 services. Mais la personne chargée de la livraison avait donné les instructions dans le mauvais ordre. Elle avait demandé aux agents du funérarium de préparer le mauvais corps. Nous sommes arrivés, avons ouvert le cercueil pour la mise en bière, et la femme présente a immédiatement dit « Ce n'est pas mon mari ». La salle s'est transformée en chaos en quelques secondes. Certaines personnes se sont mises à pleurer, d'autres restaient figées, d'autres murmuraient de nervosité. Heureusement, le prêtre a réussi à calmer l'assemblée pendant que nous nous précipitions dehors pour corriger l'erreur au plus vite. Il y a aussi les moments où le cercueil penche, se bloque ou même tombe pendant la descente dans la fosse. Cela arrive beaucoup plus souvent que les gens l'imaginent. Parfois, la tombe est légèrement trop étroite. Parfois, la terre s'effondre. Parfois, les sangles glissent. Et quand vous êtes celui qui a aidé à creuser la tombe, comme cela m'est arrivé plusieurs fois, c'est encore plus embarrassant. Vous pensiez que tout était parfait, et soudain, plus rien ne va. L'expérience la plus étrange que j'ai eue concernait une femme décédée seule. Elle avait ses papiers sur elle, mais aucun proche n'a pu être retrouvé. La mairie a confié le service à notre entreprise. Son corps avait passé 2 semaines dans une chambre froide. Et comme elle avait été placée près de la paroi la plus froide, elle avait littéralement gelé et adhérait à la table métallique. Impossible de la décoller. Nous avons dû casser la couche de glace autour d'elle, petit à petit. Il était absolument impossible de l'habiller. Nous avons donc posé ses vêtements soigneusement sur elle, puis transféré le tout, corps et bloc de glace, dans le cercueil. C'était très particulier, mais c'était la seule manière respectueuse d'agir. J'ai aussi participé aux toilettes mortuaires. Beaucoup imaginent un bain, mais ce n'est pas du tout cela. Il s'agit d'une désinfection complète avec des solutions spéciales. On nettoie les cheveux, le visage, les bras, les jambes, tout. Cela réduit la présence de bactéries. Et lorsqu'on retourne un corps déjà assoupli, il arrive que des gaz s'échappent, c'est normal, mais impressionnant si on n'y est pas habitué. Mais la partie la plus difficile du métier, ce ne sont pas les corps, ce sont les vivants. Les familles réagissent de 1000 manières. Certaines éclatent en sanglots, d'autres se mettent en colère contre tout le monde. Médecins, police, pompes funèbres. Certaines restent totalement muettes. D'autres posent des dizaines de questions pour tenter de garder un semblant de contrôle. Et vous devez rester calme, stable, solide. Pendant mes 6 premiers mois, je portais en moi la douleur de chaque famille. Je rentrais chez moi avec ce poids. Et on ne peut pas travailler longtemps comme ça. Il faut apprendre à garder une distance émotionnelle. Pas par manque de compassion, mais parce que sinon, ce métier vous brise. Et malgré tout, l'odeur,
les efforts physiques, les appels à 3 heures du matin, la charge émotionnelle, j'aimais mon travail. Il avait du sens. Vous aidez les gens dans l'un des pires moments de leur vie. Vous offrez de la dignité lorsque plus personne n'est là pour le faire. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce métier. Mais j'ai fini par partir. En partie parce que le salaire n'était pas à la hauteur de la responsabilité. Et en partie parce qu'il n'y a presque pas d'évolution possible si vous ne faites pas des études pour devenir thanatopracteur ou directeur de pompe funèbre. Sans cela, vous pouvez passer des années au même poste. Il m'arrive de penser que si l'État français encadrait plus strictement ce secteur, tarifs clairs, moins de concurrence agressive, plus de transparence, beaucoup de choses iraient mieux. Les prix seraient plus justes. Les familles seraient moins sous pression. Il n'y aurait pas ces courses pour arriver le premier sur un décès. Les entreprises funéraires offrent un service nécessaire et des emplois. Je n'ai rien contre elles. Mais le système dans son ensemble n'est pas idéal. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon témoignage vous aide à mieux comprendre ce qui se passe réellement derrière les portes d'un funérarium en France. Un monde que la plupart des gens ne voient qu'une seule fois dans leur vie, alors que moi, j'y ai passé des années.